Voilà, donc il faut justement appliquer toutes les normes modernes pour développer les différentes villes et celles existantes au niveau de la République selon les recommandations du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Mais qu'est-ce que sont quand on parle de villes vertes, de quoi il s'agit exactement? Quels sont les moyens de mettre en œuvre une telle stratégie? Nous allons essayer de parler un peu plus de ces villes, de cette initiative, si vous le voulez bien. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Madame Amira Hussein. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous avoir parmi nous ce soir. Vous êtes activiste dans le domaine de l'environnement. Vous êtes très intéressée par l'environnement, par le climat. Et vous faites partie aussi de formations qui visent justement l'environnement, le développement durable, que ce soit urbain et rural. Oui, c'est vrai. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Et justement, pour commencer, puisqu'on parle des recommandations du chef de l'État, il s'agit de villes qui respectent l'environnement avant tout, qui soient conformes aux normes les plus justement sophistiquées, les plus modernes en ce qui concerne l'environnement. Mais justement, pour commencer, qu'est-ce qu'on veut dire par des villes qui respectent l'environnement ou des villes vertes? Oui, en effet, j'aimerais saluer cette initiative présidentielle qui reflète un intérêt qui reflète l'intérêt du président à la santé du citoyen et son bien-être. En effet, une ville verte, c'est un milieu adéquat et qui respecte tous les êtres, y compris les êtres humains. Ça s'intéresse à avoir des espaces verts, justement, ça utilise une énergie propre et durable, c'est la durabilité. Et ça se reflète comment? Via l'utilisation des moyens de transport qui utilisent ou bien l'électricité ou bien le gaz naturel. Entre autres, et également l'éclairage. On peut dépendre également des cellules photovoltaïques qui peuvent profiter comme... heureusement, et grâce à Dieu, l'Égypte est dotée de soleil. Alors, justement, nous pouvons en profiter au maximum. Très bien. Est-ce que c'est déjà pour commencer, est-ce que c'est une énergie qui est très coûteuse ou le contraire? Non, au contraire, justement, c'est à la portée de tous. Justement, c'est la recherche. Et la recherche a été faite dans ce domaine il y a longtemps, justement. Et ce qui rend le coût à la portée de tous, justement, c'est lorsqu'une fois l'énergie est applicable, justement, ça dure. Et également, son coût d'entretien et de maintenance, c'est rien du tout. Justement, ce qui l'a fait vraiment un excellent choix. Très bien. Un défi sera peut-être celui des transports. Parce que justement, là, quand on parle de la pollution au niveau mondial même, on met l'accent sur les transports, sur les moyens de transport qui dépendent justement de l'énergie non durable, si vous le voulez bien, voilà, qui ne respecte pas l'environnement. Certainement, et justement dans ce contexte, il faut rappeler qu'il y avait le COP26 qui a eu lieu justement la semaine dernière. Des voix ont été justement levées contre le réchauffement climatique, encore une fois. Voilà, beaucoup de questions. Mais là, encore une fois, quand on parle des transports, est-ce que c'est possible justement de dépendre sur des transports ou d'avoir recours uniquement, si vous le voulez bien, sur des transports qui respectent l'environnement? En l'occurrence, justement, lorsque vous avez mentionné le COP26, pour chaque État, selon l'engagement COP26, doit réduire ses émissions. Oui. C'est un engagement que tous les pays doivent respecter. Et c'est possible, oui, de dépendre, mais de ces moyens de transport qui utilisent l'électricité, mais ça nécessite une période de transition. Cette période de transition durera peut-être 2 ou 3 années au maximum, comme ça nécessite un petit peu d'investissement et également une sensibilisation parmi le public, que les moyens de transport seront efficaces et également seront justement, c'est possible d'en dépendre et de réduire l'utilisation des voitures privées. Lorsque les citoyens trouveront des moyens de transport qui sont confortables et qui se rendent à l'heure, justement, certes, ils vont en dépendre, ce qui réduira du coup les embouteillages et
Et cette question qui cause à la fois, en plus des émissions, comme justement avec les embouteillages, les émissions des moyens de transport s'accroît. Très bien. Si je ne me trompe pas, et justement lors de son intervention devant la COP26, le président Abdel Fattah el-Sisi a rappelé que justement l'énergie consommée par l'Égypte ou les ressources énergétiques voilà, mise en place, ou justement ici en Égypte, il a rappelé que l'énergie durable ou renouvelable représente 20% justement de l'énergie utilisée par l'Égypte. On parle là d'un pays certainement qui est en voie de développement, c'est pas l'un des pays les plus industrialisés, donc ça met en question encore une fois la responsabilité des grandes industries, voilà, les pays les plus industrialisés vis-à-vis des pays les plus justement défavorables, si vous voulez bien. Aujourd'hui, l'Égypte essaye depuis quelques années à mettre en place des politiques qui respectent l'environnement, encore une fois, et là, ce sont justement très récemment ces directives du chef de l'État, que ce soit qu'on parle de villes entièrement vertes. Là, qu'est-ce qui est plus compliqué, d'avoir une ville, de faire une ville verte, de créer une nouvelle ville, ou de transformer les villes déjà existantes? Ce qui est compliqué, c'est de transformer les villes déjà existantes. Comme il y a les habitants de la ville qui ne sont pas encore habitués à ce mode de vie. Alors pour changer le comportement des gens, ça nécessite du temps, mais il y a un effort qui est déployé dans ce sens pour familiariser les gens aux nouvelles, j'aimerais pas dire technologie, mais plutôt se soucier de l'environnement, c'est simple. C'est la simplicité. Justement, c'est la simplicité. On aimerait justement dire aux gens, justement, c'est régler les problèmes environnementaux. Les problèmes environnementaux, je m'excuse, c'est très facile. Oui, l'Égypte prend des décisions et des pas vraiment qui sont impressionnantes, à savoir la création de la grande station de l'énergie solaire à Ben à Assouan. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est que l'Égypte, lorsqu'elle dit quelque chose, comme le pays dit quelque chose, on le fait concrètement. Et également, les efforts étatiques également sont tangibles grâce aux chercheurs. Il y a des chercheurs qui n'ont de cesse à familiariser les citoyens dans les milieux urbains pour pouvoir, par exemple, régler la question des déchets ménagers. En fait, oui. Ça, c'est un point très important, puisque justement, quand on parle de politique, de stratégie menée par l'État, il faut aussi rappeler que le citoyen aussi a sa part. Justement, comment est-ce que les citoyens puissent-ils justement contribuer à de telles initiatives qui ne seront plus des initiatives, mais des politiques et des stratégies à mettre en place? Oui, le ministère de l'Environnement lance des campagnes télévisées pour inviter les citoyens à adopter un comportement civilisé pour un milieu plus vert, et ce dans les différents, via les différents moyens, à savoir les réseaux sociaux, c'est un. Les centres de recherche également déploient ce fait, vu leur responsabilité communautaire. On lance des campagnes pour enseigner aux gens comment, avec de simples étapes, on peut régler les questions, la question vraiment qui cause des maux de tête aux différents gouvernorats, le problème des déchets ménagers. C'est via un simple mouvement en séparant les déchets. Les déchets solides, on peut les mettre à part, et les déchets organiques à part. Et ce, dans la même poubelle. Même. Très bien. Justement, je vais revenir à ce point, mais à présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, qui est un expert justement dans ce domaine, les villes et les logements. Bonsoir, monsieur Abdel Nasser, monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha. Bonsoir à vous. Justement, on parle de ces directives données par le chef de l'État pour que les nouvelles villes, mais aussi les villes existantes, soient des villes qui respectent l'environnement. Et là, pourquoi pas parler de villes
vertes. Quand on parle de ville verte, monsieur l'ingénieur, comment est-ce que c'est possible au niveau de l'architecture, si vous le voulez bien, des logements, de l'organisation urbaine ou même rurale, de mettre en place des logements ou des villes qui respectent l'environnement et donc, voilà, plus tard, qui puissent justement contribuer à cette initiative de développement durable? Merci pour cette question. En fait, le développement urbain qui a commencé depuis 5 ou 6 années a créé une série de nouvelles villes qui dépassent les 15 nouvelles villes partout dans toutes les régions de l'Égypte. Fait partie d'un plan pas justement urbain et de résidence pour l'habitation, mais c'était une base de développement économique. Je crois que la phase maintenant que l'État soutient et le développement économique et urbain et surtout dans un contexte de développement vert, développement durable. Donc maintenant, on voit que la connectivité qui a commencé par les réseaux routiers qui dépasse les 10 000 km pour la connexion entre les différentes parties de l'Égypte et les nouvelles villes, maintenant l'État a créé un réseau de connectivité de trains de très grande vitesse et surtout des trains électriques qui préservent l'environnement et respectent que le développement soit un développement vert, une économie verte, un green economy. Je crois que cette base est plutôt bien respectée dans tout le monde. L'Égypte fait partie du monde du développement durable et respecte les critères du développement durable dont on fait partie de l'économie mondiale. Très bien. Est-ce que c'est un grand défi, monsieur l'ingénieur, pour une économie comme l'économie de l'Égypte? Est-ce que c'est, quand on parle d'une telle transformation, d'une telle stratégie, est-ce que c'est lourd pour l'économie? Est-ce que c'est facile à mettre en application? Quels sont les défis? Même si c'est lourd, mais la base du développement maintenant, qui était vraiment très lourd par rapport à notre capacité, mais qui a duré 10 ans maintenant, le résultat qu'il attire l'investissement international. Tout le monde nous regarde que ce qui s'est passé en Égypte, c'était des plans, maintenant c'est des réalités. Et maintenant, on est très attirant pour les investisseurs étrangers. La semaine dernière, on a reçu de la Fédération internationale des agences immobilières le bureau du Brésil. Et on sait que le Brésil est presque comme l'Égypte dans plusieurs États. La délégation était vraiment étonnée de ce qui se passe en Égypte. Et ça se passe tout le temps. N'importe quel pays qui voit ce qui se passe sur le terrain comme réalité, pas des plans, en Égypte est très attirant, très intéressant. Et encourage tout le monde à venir investir et travailler en Égypte. Donc c'est pas lourd de point de vue coût, mais de point de vue résultat, c'est énorme. Très bien, c'est vraiment intéressant justement de rappeler que des délégations étrangères, lorsqu'elles se déplacent, lorsqu'elles sont en visite pour l'Égypte et qu'elles sont impressionnées ou justement voilà, affichent leur appréciation. Vous avez utilisé le mot étonnement, ça certainement, c'est bien de les impressionner et c'est vrai que l'Égypte a réalisé des pas très importants au cours des dernières années. Aujourd'hui, vous avez rappelé les nouvelles villes qui ont été justement créées au cours des 5 ou 6 dernières années. Quand on parle des villes industrielles, est-ce qu'il y a un cas particulier pour ces villes industrielles où on peut justement toujours avoir une ville industrielle mais qui respecte aussi les critères ou qui soit conforme et qui respecte l'environnement? Maintenant, en général, je considère que l'Égypte et l'État a créé une très grande base qu'on doit investir dans le développement industriel. Ce n'est pas justement des plans et des villes industrielles. Ça doit être un concept général, une stratégie générale pour bien positionner l'Égypte dans le monde de l'industrie. N'importe quel pays qui veut se développer doit commencer par l'industrie, l'éducation en service et pour l'industrie, les services bancaires. Tout l'État doit maintenant commencer à créer une stratégie énorme pour le développement industriel. Ce n'est pas justement des villes, c'est pas justement, il y a des législations
des investissements, de l'éducation, c'est partout. Ça doit être un projet national d'ouvrir le dossier de l'industrie de l'Égypte et son avenir. Très bien, je vous remercie infiniment, monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha. Vous êtes expert justement dans ce domaine, les nouvelles villes, l'urbanisation. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, pour rappel, en fait, c'est le président Sisi aussi qui a affirmé qu'il était indispensable de dépendre de plus en plus de l'énergie propre au niveau de l'industrie lourde, en renforçant la transition vers l'économie verte lors d'une réunion avec le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, et les ministres du Plan, des Finances, des Communications, de l'Agriculture et de l'Industrie. La réunion a également porté sur le programme national de réforme structurelle dans le cadre de la stratégie Vision de l'Égypte 2030. Yara Choucha et Marwa Arafa. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé qu'il est indispensable de dépendre de plus en plus de l'énergie propre au niveau de l'industrie lourde en renforçant la transition vers l'économie verte lors d'une réunion avec le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, et les ministres du Plan, des Finances, des Communications, de l'Agriculture et de l'Industrie. La réunion a également porté sur le programme national de réforme structurelle dans le cadre de la stratégie Vision de l'Égypte 2030. Les ministres concernés ont donc passé en revue le dit programme qui représente la deuxième phase du processus de réforme économique et sociale qui vise à transformer l'économie nationale en une économie productive qui possède des atouts compétitifs en se basant sur les secteurs prometteurs de sorte à réaliser la croissance équilibrée et durable. Les économiques prioritaires au niveau des réformes structurelles ont également fait l'objet d'examens lors de la réunion avec le président qui a enjoint de focaliser les efforts de l'État sur ces réformes, notamment celles relatives au développement des puissances humaines et des services de base assurés aux citoyens. Al-Sisi a notamment instruit d'effectuer des réformes économiques qui prennent en considération la dimension humaine. Cela a été toujours clair au vu des initiatives de protection sociale qui ont visé les catégories les plus nécessiteuses. Voilà, de retour à vous, Madame Marwa Hussein. Et lorsqu'on parle de la vision de l'Égypte 2030, c'est très intéressant de rappeler qu'une grande partie de cette vision dépend du développement durable. Et justement, avant de parler avec Monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, on était en train de parler du citoyen, de la part du citoyen. Encore une fois, dans le quotidien, qu'est-ce qu'un citoyen peut-il faire pour contribuer à réduire ces déchets ménagères, justement, comment faire justement pour respecter l'environnement et pour faire de son mieux justement pour contribuer à ce processus. D'abord, c'est rationaliser la consommation de l'eau. Ça, c'est un point très important. Parfait. C'est un. Deux, en faisant les courses, réduire les sachets en plastique. Maintenant, il y a une initiative dans les grands magasins de ne pas utiliser leurs sacs en plastique ou les sachets en plastique. Et même, il y a des magasins où vous pouvez apporter vos jarres avec vous, justement pour revenir à la simplicité. D'accord. On voit que c'est une démarche qui est mise en place dans certaines villes, grandes villes, dans le monde. Ici en Égypte, vous dites que aussi, on connaît peut-être un peu plus ou moins que les sacs en plastique pourraient être remplacés par les sacs en papier, mais justement pour ne pas offrir de sacs, ça c'est une nouveauté ici en Égypte. Et quand même, justement, c'est en plus de ce fait, les chercheurs également ont créé des sacs en plastique, mais qui sont pas faits, qui ont l'apparence des sacs en plastique, mais qui sont faits à partir des substances organiques, à savoir les crustacés. Justement, ainsi, ils seront dégradables dans l'environnement.
Par exemple, une bouteille en plastique doit durer dans l'environnement intact pour 300 années. Oui, De réduire l'utilisation des paillettes, les magots des cigarettes, de ne pas le jeter partout. On peut recycler même le café et le thé, on peut les utiliser comme engrais pour nos plantes, pour la culture des toits, faire en sorte que justement de ne pas utiliser les bouteilles d'eau gazeuse, les boissons gazeuses plutôt en plastique, et d'utiliser plutôt en verre ou en étain, ainsi ils seront recyclables. Quand vous dites justement les bouteilles en plastique, Oui. parce que voilà, ça c'est une question qui suscite la préoccupation du monde entier. Voilà, les déchets aussi qu'on trouve dans les océans et dans les mers, dont une grande partie est faite. Ce qui affecte, oui, la vie maritime. Parfaitement, mais là, il y a les bouteilles et les déchets en plastique qu'on trouve justement dans les océans, des déchets qui nuisent à la richesse certainement de la vie maritime. Aujourd'hui, ici en Égypte, à quel point c'est possible, quel conseil vous donnez à la famille, justement, quel conseil vous donnez? C'est-à-dire pour les bouteilles d'eau, par exemple, il y a les bouteilles d'eau gazeuse, vous l'avez mentionné, il faut justement essayer de les remplacer, limiter cette consommation, revenir à l'eau du robinet, à titre d'exemple. Certainement, l'eau du robinet, c'est le principal, bien sûr, certainement pour la consommation d'eau potable, mais il y a aussi une bonne partie justement... Cette question, c'est à deux volets. Ça nécessite un apport de l'État, justement, de multiplier les centres de rassemblement de tels déchets en plastique, à savoir, par exemple, il faut s'inspirer d'un modèle qui est appliqué en Allemagne. On peut inviter les gens à apporter les bouteilles en plastique pour les remplacer, les citoyens apportent leurs bouteilles et ils reçoivent de l'argent moyennant ces bouteilles-là. Sur le champ, c'est très facile, c'est une machine, il met la bouteille et il reçoit peut-être une livre ou quoi. Pour les encourager. Pour les encourager, ainsi on va réduire. Toutes les bouteilles seront rassemblées dans un seul centre et qui seront recyclées plus tard. Ainsi, on va éviter le fait de les jeter partout. Maintenant, les chercheurs ont trouvé des nanoparticules de plastique dans les chairs des poissons et dans les pluies. Dans les pluies, dans les pluies, même l'eau de pluie récupérée, nous avons témoigné des nanoparticules de plastique. Les polymères, justement, c'est une chose qui, même les bouteilles d'eau qu'on utilise et qui sont exposées au soleil, le fait de les exposer au soleil, ça relâche le polymère dans l'eau. Alors, il faut sensibiliser les gens. Il faut également leur offrir à leur portée de main, là où ils peuvent jeter les choses. Et ce qui est applicable dans une ville telle Sharm el-Sheikh, là où partout, nous avons, même dans les rues, 3 poubelles, ou 4, chacune dans une couleur déterminée pour le verre. La question réside à la catégorisation des déchets depuis le départ. Justement, ça prend du temps et c'est tout un processus. Il y a quelques longues années, si je ne me trompe pas, c'est la ville du Hurghada qui a décidé justement de mettre fin à l'utilisation de sacs en plastique et qui l'avait remplacé alors par des sacs en papier. Je ne sais pas quel est le cas aujourd'hui, mais c'était une initiative, je ne me souviens plus, mais peut-être qui date d'une dizaine, un peu plus d'années. Peut-être les choses ont changé aujourd'hui, mais de toute façon, c'est tout un processus, vous l'avez mentionné. J'aimerais bien parler des toits. Vous avez parlé de cultiver les toits, parce que aussi, ça c'est quelque chose qui pourrait être facile à faire, mais qui a un impact très important. Voilà. Mais ça va être juste après le prochain commentaire, puisque là aussi, nous allons parler de cette manifestation, de cette grande manifestation, ce grand rassemblement, le COP27. L'Égypte, il faut justement le rappeler, accueillera officiellement la prochaine conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 à Sharm el-Sheikh en 2020.
le choix a été justement fait et annoncé lors de la toute dernière en fait COP 26 tenue à Glasgow. Dans son allocution à la conférence de Glasgow, la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a évoqué le message que le président Abdel Fattah el-Sisi avait adressé aux dirigeants mondiaux le 1er novembre à Glasgow, dans lequel il avait souligné que la COP 27 sera une véritable conférence africaine, on l'espère bien certainement, pour progresser dans des domaines prioritaires tels que le financement climatique, l'adaptation et les pertes et dommages. Justement, pour rappel, l'Égypte certainement représente peut-être l'Afrique. Aussi, ça sera une très très importante occasion, une très grande occasion de l'Égypte pour représenter l'Afrique et pour encore une fois mettre le point et l'accent sur la responsabilité des pays les plus industrialisés vers l'Afrique. Tout de suite, les détails avec Marwa Arafa et Arachoucha. L'Égypte accueillera officiellement la prochaine conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27 à Sharm el-Sheikh en 2022, après que la sélection de l'Égypte a été annoncée lors de l'actuelle COP26 tenue à Glasgow. Dans son allocution à la conférence de Glasgow, la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a remercié toutes les délégations, en particulier les parties africaines, pour leur confiance et leur soutien à l'accueil par l'Égypte de la prochaine conférence des parties COP27. La ministre a évoqué le message que le président Abdel Fattah el-Sisi avait adressé aux dirigeants mondiaux le 1er novembre à Glasgow, dans lequel il avait souligné que la COP27 sera une véritable conférence africaine pour progresser dans des domaines prioritaires tels que le financement climatique, l'adaptation et les pertes et dommages. L'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, s'est félicité de la tenue de la COP27 l'année prochaine en Égypte au nom de l'Afrique, ce qui sera très utile pour le dossier des changements climatiques et répondra aux ambitions de développement des pays africains. Justement, et pour terminer, il ne nous reste que quelques petites minutes, peut-être l'occasion de parler des toits, des maisons, et justement comment cultiver ces toits, une initiative justement qu'on trouve dans beaucoup de villes dans le monde, mais aussi dans certaines régions. Voilà, c'est une initiative qui reste un peu personnelle. Ici en Égypte, certainement, mais on les trouve quand même. Comment encourager les gens? C'est très facile à être fait, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens, justement certains tuyaux et de l'eau. Ça ne nécessite pas même du sol, proprement dit, c'est une culture légère, propre, avec peu de moyens. On peut avoir de la fraise, des radis, ses propres légumes le long de l'année. Et c'est très facile, mais et également c'est le centre de recherche agronomique en Égypte qui fait des stages pour les citoyens, à l'endroit des citoyens, pour les sensibiliser. On offre le matériel, on les accompagne. Ainsi, ils auront les moyens pour trouver les bonnes variétés pour cultiver. Et ça rend également le joie, ça rend les gens joyeux de voir quelque chose. Et également, ça affecte le milieu. Lorsque vous avez la verdure partout, ça améliore la psychologie et également ça améliore le climat. C'est vrai, c'est dans les deux sens. Oui. Voilà, ça fait du bien justement pour soi-même, certainement, quand on voit justement une plante qui pousse, la couleur verte et tout cela, et c'est bien pour l'environnement. Et si, voilà, ça a été généralisé plus ou moins, si on voit des toits, et surtout avec une ville, par exemple, comme le Caire, voilà, on voit quand même une pollution. L'Égypte, en général, c'est un climat plutôt... je ne vais pas dire désertique parce que voilà, c'était poli, voilà, on n'était pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, c'est un pays assez chaud et pour cultiver les toits des maisons, ça ne fera que du bien. Quelles sont les plantes les plus faciles à cultiver? Toutes les plantes. Dites-moi, c'est-à-dire les radis, on est à la maison justement. La guimauve qu'on appelle la mouloukhia en arabe. Ah, ça c'est aussi? Oui, la fraise, la laitue, les choux-fleurs, tout, les plantes aromatiques.
C'est très facile à être fait. Également là-bas, on fait à la fois une initiative à deux coups. On fait le recyclage des déchets ménagers via le vermicompostage. Comment ça dit? C'est que tous les déchets organiques, on donne aux vers de terre qui les recyclent et leurs déchets, on donne comme engrais. Ainsi, nous avons une culture propre. Et ça ne coûte rien du tout et c'est propre à la maison, on peut faire. Quel conseil vous donnez justement aux familles, à la femme de foyer, justement pour qu'elle recycle elle-même ses déchets? Est-ce qu'il y a une possibilité? C'est de séparer les déchets organiques. Tout d'abord, les séparer. Les séparer et puis elle n'a qu'à avoir un petit récipient là où il y aura quelques vers de terre et les vers de terre vont consommer ça. Et vont avoir, et ça n'aura pas, même ceci n'aura pas d'odeur, ça ne va pas l'affecter n'importe quelle sorte. Justement, comme les femmes égyptiennes sont tellement propres, justement, c'est justement pour les tranquilliser. Mais ils utilisent aussi beaucoup d'huile. Et il y avait aussi, justement, pour rappeler, une initiative qui visait justement à récupérer l'huile utilisée, justement. Est-ce que pour la production du savon, et oui, elle n'a qu'à les récupérer dans un récipient à part. Ainsi, comme chaque litre d'huile qui n'est pas recyclée va coûter, pour son recyclage dans le réseau national, 10 litres d'eau douce. C'est un gaspillage. Énorme, oui. Alors, en récupérant ceci, on va faciliter le recyclage d'eau de drainage, l'eau d'égout, ce qui est destiné pour la culture des forêts après. Très bien. Justement aussi, à part cette idée de cultiver les toits, qui reste une idée magique, magnifique, ancienne bien sûr, mais ça fait du plaisir justement de la rappeler. Encore une fois, au niveau de la consommation, quels conseils vous donnez? C'est-à-dire, encore une fois, quand on parle, par exemple, quand on parle des villes, les villes, comment est-ce que ces villes puissent être justement, elles, respecter l'environnement et tout cela. Les transports en commun, ça reste certainement un défi. Limiter ces transports, est-ce que c'est possible? Faire ce qu'on appelle aujourd'hui un regroupement de gens qui utilisent un seul moyen de transport. Et là, justement, pour rappeler, il y a tout un réseau routier qui a été développé, mais aussi la nouvelle train, voilà, certainement qui doit lier le Caire à d'autres destinations, à toutes les villes, si je ne me trompe pas. Oui, les moyens de transport, justement, pour le moment, les Égyptiens sentent le problème, mais à bout d'une année, au maximum, avec le réseau routier, l'infrastructure, les ponts, et ils ne vont pas constater ce problème. Et ils seront encouragés à laisser leur voiture à part et d'utiliser les moyens de transport tant qu'ils seront à l'heure et propres. Et ça sera également moins cher que l'utilisation des voitures personnelles. Ainsi, la pollution sera réduite. Et l'Égypte a annoncé la semaine dernière les autobus et les électriques ou à gaz qui arrivent à l'heure, et ainsi on peut même réserver son siège via une application. Certainement, les villes touristiques, ça reste un cas particulier. Est-ce que c'est plus facile justement à transformer ces villes? Villes... Quand on parle des villes touristiques, je veux dire par les villes touristiques, les villes côtières. Voilà, quand on parle que ce soit le littoral nord ou la mer Rouge, ça reste des villes avec qui ne sont pas trop peuplées, qui restent voilà, des villes qui accueillent surtout les touristes. Et ce n'est pas si difficile de les transformer en villes tout à fait vertes. Est-ce que c'est correct? Non, c'est possible déjà. Ces villes-là sont déjà, les villes de la mer Rouge sont déjà vertes. Très bien. Sont déjà vertes. Le problème se pose pour les villes telles Alexandrie, par exemple. C'est un défi. Alexandrie, c'est un défi vraiment. C'est une grande ville. Oui. Très bien. Merci beaucoup à vous. Justement, on parle d'un sujet qui reste très intéressant.
qui nous touche toutes et tous certainement, et c'est facile à contribuer. Merci beaucoup à vous, Madame Amira Hussein. J'ai dit une fois maintenant, je suis désolée. Voilà, Madame Amira Hussein, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Vous êtes activiste dans le domaine de l'environnement et vous faites partie de programmes de formation qui sont destinés justement sur le développement durable et rural. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée et à la prochaine.